Nous vous emmenons au sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, morceau de Catalogne perdu entre mer et montagne. Ce voyage vous fera découvrir la côte rocheuse où les Pyrénées plongent dans la Méditerranée et en particulier Collioure. À seulement quelques kilomètres de là, nous partirons à l'attaque du sommet mythique de la région, le mont Canigou. Et dans les vallées voisines, nous visiterons entre autres le village de Prats de Moyeux-la-Preste. Autant de découvertes que vont vous faire partager des personnages hauts en couleur, fiers de leur identité catalane. À l'extrême sud de la France, nous commençons notre voyage par Collioure. C'est Jean-Paul, un enfant du pays, qui sera notre guide pour découvrir ce village. Collioure, on voit la mer. Notre grande bleue, on se tourne, on voit la montagne, avec ses sommets, ses tours. C'est un rêve. C'est un deuxième paradis. Peut-être même le premier. Jean-Paul a choisi une façon originale de nous faire découvrir Collioure. C'est Anne Carrère, son amie, qui en a eu l'idée. Bonjour Jean-Paul. Alors Anne, comment ça va? Alors, tu es Bien. prête pour leur faire visiter ce Collioure des Peintres? Ah, tout à fait, la lumière est exceptionnelle aujourd'hui. Je pense qu'on a un temps fabuleux pour partir à la découverte de Matisse et de Rhin. Bien, ben nous te suivons. Hein? Allons-y, allons-y. Matisse et Derain figurent parmi les peintres les plus emblématiques du fauvisme qui est né ici en 1905. Collioure était pour eux un tableau grandeur nature. Matisse dit à Collioure, je regarde le paysage, je m'emplis de cette sensation, je ferme les yeux, je retranscris mon émotion. Et Matisse arrive à Collioure à la mi-mai 1905. Il part début septembre, Derain arrive fin juin, début juillet, il part fin août. Tu vois, quelques semaines seulement, et en quelques semaines, on a à peu près 100 œuvres pour chacun. C'est phénoménal, fantastique. Ouais. Alors du coup, on a créé un chemin du fauvisme à Collioure. Mais tout à fait. 19 reproductions sur les murs. Mais tiens, Anne, justement, un de ces fameux tableaux. Oui, c'est une toile d'André, une huile sur toile d'André Derain. Et on voit justement, on retrouve les maisons, les toits de ces maisons. Intitulée « Collioure, le village et la mer », cette toile est l'une des premières du fauvisme. Elle fut directement inspirée par cette enfilade de maisons qui domine la Méditerranée. On a un rapport de ton complémentaire, tu vois, jaune, orangé, bleu, vert, mettant en avant le contraste et irradiant les tonalités aussi dans le tableau. On sent que c'est bien ensoleillé, hein, on sent que... C'est exactement, Jean-Paul, c'est l'ensoleillement en fait qui prime, les tons sont montés et la couleur est là pour nous parler et pour nous donner un ressenti. Ces ruelles multicolores sont un peu la Madeleine de Proust de Jean-Paul. Toutes ces petites ruelles de Collioure, c'est toute mon enfance, c'est des souvenirs. On courait, on jouait à cache-cache dedans, on connaissait les moindres recoins. Elles n'ont pas changé, elles n'ont pas changé. Les mêmes parfums, les mêmes couleurs, ça fait partie de l'âme de ce village, quoi, qui est magnifique. Autre source d'inspiration pour les artistes, le clocher de Notre-Dame-des-Anges. Symbole du village, il est le seul au monde à être entouré d'eau sur 3 côtés. En face de l'église se trouve l'imposant château royal. La taille de l'édifice rappelle l'importance stratégique de Collioure. Pour évoquer ce passé militaire, Jean-Paul a fait appel à l'un des guides du château, Jean-Michel Pousse. Bon, alors là, Jean-Michel, on arrive sur la terrasse du château sur royal. la terrasse du château, une superbe vue sur la mer, sur la baie, sur Collioure. Enfin, c'est un endroit que j'adore. C'est magnifique. Hein? Une vue qui n'a pratiquement pas changé depuis un siècle. La tour de la Madeloc, la tour de la Guardia qui est devenue le Fort Saint-Elme et la tour de la Massane qui est plus loin. Il y avait sur la chaîne des Pyrénées que dans notre département une centaine de tours. Et l'Espagne qui est tout à fait derrière. Voilà. Et les tours de guet qui faisaient du feu, de la fumée. Et oui, lorsqu'on était envahis, chacun allumait un feu à tour de rôle et la chaîne courait de Barcelone jusqu'à Carcassonne pour avertir des envahisseurs. Mais cette frontière, elle a quand même changé souvent. Ben oui, on était sans arrêt, on était attaqués, on était pris, on était assiégés, on était libérés. C'était quand tu es sur une frontière, d'un côté il y avait les Français, de l'autre il y avait les Espagnols. Et jusqu'à quelle époque? Je crois le traité des Pyrénées, non? Le traité des Pyrénées de 1659, on est rattaché à la France.
Collioure devient définitivement française en 1793. Jean-Paul nous amène maintenant découvrir un autre monument du patrimoine local, situé un peu à l'écart du centre-ville. Ici, la famille Roch est l'une des dernières à travailler encore l'anchois, ce petit poisson argenté qui a fait la fortune du village dès le Moyen-Âge. Bonjour, ces dames. Bonjour. Alors Guy, tu as de la chaux à frire? Oui, un petit peu là. Hein. Allez, mais montre-nous la préparation. Ah mais oui, ça c'est du bel anchois. Regarde si c'est beau. Il est magnifique, magnifique. oui. Ça me rappelle avec 14 ans que je le faisais, hein, Guy? Ah oui. Michael Roch incarne la 5e génération de cette famille d'artisans saleurs. C'est Guy, son grand-père, qui lui a appris le métier. Là, le sel, c'est très important au départ. Hein. Et pourquoi on le met dans le sel? Pour que le poisson se conserve très bien. Se conserve mieux. Oui. Et ensuite, il est mis. Alors ensuite, il va faire son jus, son sang, il va faire sa propre saumure. Sa propre saumure. Dans le sel. Après une nuit passée dans le sel, les anchois arrivent entre les mains expertes de Marie, la grand-mère. La spécialiste de l'étêtage. Allez, Marie, montre-nous un peu tout ça. A pas perdu le coup, hein. On enlève la tête, les boyaux. Et avant, quand on le faisait, Marie, tu te rappelles, on disait tout le temps « Fais-on las mans ». On est par là, mais fais-on las mans. Ça veut dire, vous pouvez parler en travaillant, mais que les mains ne s'arrêtent pas de Voilà, travailler. il faut bouger les mains. Toujours les mains. Les anchois vont ensuite macérer dans ces bidons pendant 3 mois. C'est là que la chair prendra tout son parfum. Regardez-moi ça. Hein, Guy? Ça, c'est bon. Délicieux. Après tout ce voyage, elles finissent à la bonne place. Ne quittez pas Collioure sans prendre le temps de longer le littoral vers l'Espagne. C'est là, dit-on, que la côte vermeille est la plus belle et la plus sauvage. Notre guide nous conduit ensuite à quelques kilomètres au nord de Collioure, sur les rives de l'étang de Salses-le-Cat, à la découverte d'un petit trésor méconnu. Au bord de l'eau, invisible au milieu des roseaux, se cache l'une des dernières barracas, la cabane traditionnelle des pêcheurs catalans. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Comment vas-tu? Ça va. Merci de nous accueillir dans ce lieu paradisiaque. Oui, je t'en prie. Jean-Paul a rendez-vous avec Jean-Bernard pour qu'il le conduise jusqu'à la fameuse cabane de son père Jojo. Une cabane vieille de plus de 110 ans. Jojo, bonjour. Bonjour. Comment va? C'est la... doucement. Alors nous sommes devant la fameuse cabane à roseaux. Hein? Tout à fait. C'est mon arrière-grand-père qui pêchait sur les bords de l'étang et qui, quand il venait faire les anguilles, avait besoin d'un relais pour mettre les filets, etc., pour servir d'appoint. Donc ils ont bâti une baraque en roseau. C'est de père en fils qu'ils entretiennent leur barracas en récoltant eux-mêmes les sanisses, les roseaux sauvages qui constituent la matière première de la cabane. Ces roseaux sont fixés sur une armature de canne de Provence qui sert de support. On va attacher les deux roseaux là, au bout. Voilà. Donc on va commencer à couvrir la baraque. Donc je vais te montrer le principe. Ouais. On commence. Donc je soulève les cagnes et je glisse dessous les roseaux. Monte-le un peu. Hein. C'est pour ça qu'il faut des fagots qui ne soient pas trop épais. D'accord. Donc, Et je l'opération de les mets l'aiguille là. se reproduit au fur et à Et au mesure. fur et à mesure, on les étale comme ça. Papa, tu passes l'aiguille. Voilà. Donc mon père me passe l'aiguille de l'intérieur, sur laquelle il a fixé un fil de fer. D'accord? Donc moi j'enlève l'aiguille et je lui repasse par-dessus. Et voilà. Il coud à l'intérieur et on répète l'opération tous les 40 cm. Et c'est vraiment imperméable. Ah, c'est imperméable, ça, il n'y a pas plus Le imperméable vent, que tout ça résiste Surtout à le- tout. Hein. C'est fantastique. Avant de partir, jetez un œil à l'intérieur de la cabane. Elle est l'une des dernières encore habitées.
La prochaine étape de ce voyage nous conduit dans la vallée du Conflent, dominée par un nid d'aigle classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Perché sur un rocher qui domine le village de Villefranche de Conflent, le fort Libéria offre une vue imprenable sur le Canigou. Joël, personnage réputé pour sa gouaille et son amour du pays, sera notre guide dans le Conflent. C'est d'ailleurs sa famille qui est en charge de faire visiter le fort Libéria. Ce matin-là, notre hôte y emmène justement Fred Torres, un ami. La spécificité de cette forteresse, érigée par Vauban, est d'être écologique. Elle a en effet été construite uniquement avec des matériaux de la vallée. Tu vois le caillou là? Ouais. Le caillou, c'est la brique pour les Catalans, comme il existe la brique à Toulouse. C'est un matériau tendre qui permettait justement d'absorber les projectiles, les tirs ennemis ou les ricochets, et donc de ne pas blesser un soldat. Okay. Exactement comme la rambarde. La rambarde en fer forgé du Canigou. Cette rambarde qui, regarde, 350 ans après, n'a même pas un pic de rouille, avec un fer inoxydable. Et en cas de recul avec le mousquet, ça a évité aussi un soldat de tomber du chemin de ronde. En haut du fort, la vue est à couper le souffle, avec l'Espagne tout au fond de la vallée. Il y a déjà eu des attaques sur ce fort? Finalement, pas tant que ça, mais suite à la Révolution française, les désaccords stratégiques des chefs révolutionnaires, le flou artistique qui devait régner en France, d'un coup de bluff, les Espagnols se sont positionnés sur la montagne là-bas des Embouillas. Donc les boulets, ils ont demandé qu'à descendre comme ça. Et donc il y a eu un bombardement en bonne et due forme, il y a eu quelques dégâts. Et c'est presque d'un coup de bluff que les Français ont repris la place. Alors tu vois, pour l'anecdote, heureusement qu'à l'époque le clocheton là n'existait pas. Mais en termes d'artillerie, c'est quand même pas mal pour essayer de caler son tir, tu vois. Une petite visée, ouais. Voilà, là, ouais. Il est mignon, hein, cela dit. Avec vue sur le Canigou, toujours. C'est dans le village de Prades, à quelques kilomètres de Villefranche de Conflent, que se poursuit notre balade. Parmi les nombreuses traditions catalanes, il y en a une qui nous est précieuse. C'est la fabrication de bijoux avec le grenat catalan. Et il y a quelques-uns de ces artisans qui perpétuent ce savoir-faire. Ils sont perchés. Adieu, bonjour. Salut Joël. Je viens te voir à l'œuvre. Joël rejoint Jean-Michel Calvet, un artisan joaillier qui réalise et rénove les fameux grenats catalans. Chez Jean-Michel, vous ne trouverez aucune machine. Toutes les pierres sont taillées à la main. Voilà, tu as un exemple là de bijoux donc ancien, hein, celui-là c'est une croix catalane, une croix badine. Voilà, tous forcément souvenir d'avoir vu nos grands-mères dans nos villages, notamment le dimanche à la sortie de la messe porter, moi je les appelais les castafures catalanes, avec un joli décolleté. On a porté, oui, voilà. Donc oui, il y en a qui disent aussi que la croix qui est articulée, donc c'était pour faire face donc au décolleté, qui était plus ou moins important. Voilà. Une fois par an, l'artisan organise une sorte de pèlerinage un peu spécial avec quelques amis joailliers. Leur objectif ? Prouver que le vrai grenat catalan peut se fabriquer n'importe où. Cette année, Joël et son ami Fred se joignent à eux. Allez, oh. Salut. C'est au terme d'une randonnée de 3/4 d'heure, accessible à tous, que vous atteindrez le sommet du mont Canigou, situé à 2784 mètres d'altitude. Ah ben c'est pas ça du grenat? Voyons. Là, effectivement, ça a la couleur, c'est rouge. Mais là, j'ai du mal à trouver Là peut-être non? des tout petits micro-cristaux. Ouais, micro-cristaux. Et vous pouvez faire quelque chose avec ça? Non, ça n'a pas de valeur non, au niveau de la bijouterie, non, mais au niveau des collectionneurs, bon, ça peut être intéressant. Le massif du Canigou cache dans son sous-sol les gisements de fer et de silice qui constituent le grenat. À peine arrivés au sommet, les artisans se mettent au travail. Ils improvisent un atelier de joaillerie au-dessus des nuages. Et donc là, on va sertir le grenat. Donc voilà, maintenant la pierre, elle est là. Voilà. Donc on l'a contournée hier, on a monté le bijou. Et je vais la placer donc, dans le château, doucement, si elle veut bien. Donc voilà, là il est en place. Et maintenant, donc, avec un outil qu'on appelle un gendarme, donc on va le sertir. Tu vois, on a même mis une cheville sur la table d'orientation. Et alors c'est pas celle de l'établi, mais elle va très bien. Et doucement, donc on va rabattre l'or
petit à petit. Et là, j'ai des reflets. Tu le fais exprès de me mettre ces reflets comme ça. C'est sûr, c'est tout un art. Hein. Mais surtout, on prouve bien qu'on peut le faire n'importe où. Oui. Qu'on a gardé cette qualité de fabrication manuelle et la précision du geste et la qualité du bijou. Puis c'est très symbolique. Ouais. La troisième escale de notre périple dans les Pyrénées-Orientales nous conduit dans la magnifique vallée du Val-Espire, au sud du Canigou. Bienvenue à Prats de Moyeux-la-Preste, ancienne capitale médiévale du textile, aujourd'hui un peu à l'écart des principaux axes touristiques. C'est Didier, un passionné de musique traditionnelle, qui sera notre guide. Selon lui, c'est depuis le sommet du Fort Lagarde que l'on apprécie toute la splendeur de la vallée du Val-Espire. C'est ici que l'attend Christelle No, guide à l'Office du tourisme. Ah. Salut, bon rendez-vous. Ça va. C'est un rendez-vous, hein. Tu t'es déjà monté en haut de la tour? Non, jamais, je la voyais d'en bas. Oui, bien sûr, elle est marquante. Elle est marquante par son histoire aussi, c'est la tour de la Guardia. La Guardia, ça donnait la garde, donc le nom du fort au sommet duquel on se trouve. Et c'est une ancienne tour à signaux. Et ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIe siècle qu'on a commencé à construire le fort Lagarde tout autour. Ce qui veut dire que pendant près de 4 siècles, la tour était toute seule au-dessus de Prince-de-Moyon. Exactement, au-dessus de la ville qui avait déjà des murailles dès l'époque médiévale. D'accord. En redescendant, vous passerez devant les casernes des officiers et des soldats qui ont séjourné dans le fort jusqu'en 1920. Ce chemin vous conduira vers l'entrée d'un souterrain unique en son genre. Alors maintenant, on va redescendre vers Prats-de-Moyaux et on va emprunter une voie originale qui est une voie de repli militaire qui permettait aux soldats qui étaient en poste dans la ville de monter rapidement vers le fort en cas d'attaque, tout en se protégeant bien sûr, tout en assurant la défense et de la ville et du fort Lagarde bien sûr. On y va? Oula, c'est noir, hein. C'est le principe d'un souterrain qui est creusé dans la roche et qui comporte 142 marches avant d'arriver donc à l'autre partie qu'on appelle le chemin couvert. Le long de ce tunnel, des meurtrières ont été aménagées dans la voûte pour laisser passer un peu de lumière. Ça m'impressionne toujours, ça. T'aurais pas pu être soldat au 19e siècle? Non, je pense pas, non. En temps de guerre, franchir le chemin couvert pour aller à l'attaque? Allez, on arrive à l'église Sainte-Juste-et-Rufine. Un édifice surprenant par sa démesure au milieu d'un si petit village et dont la façade serait à l'origine de nombreuses légendes dans la vallée. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de découvrir l'église Sainte-Juste-et-Rufine? Je connais l'église, mais pas parfaitement. Pas dans les détails. Alors on découvre en fait un édifice du XVIIe siècle, bâti sur des bases médiévales. À l'origine, une chapelle, vers la fin du Xe, et reconstruite au XIIIe siècle lorsque la ville a pris une dimension plus importante. Et ça, c'est quoi? Ça? Ça t'intrigue, ça? Ah ouais. Ça, c'est un élément mystérieux un petit peu par rapport à l'édifice. Alors, il y a beaucoup d'histoires à son sujet. On n'a pas vraiment de réponse, je te le dis de suite. On raconte que c'est une côte de mammouth qu'on a découverte sur le parvis de l'église lorsqu'on a reconstruit l'église au XVIIe siècle. Alors la version qu'on raconte le plus souvent, c'est celle d'un marin qui est originaire de Prats et qui est sauvé des eaux par un baleinier et qui en ex-voto récupère une côte de baleine et l'installe ici. À l'intérieur de l'église, vous découvrirez un mobilier baroque exceptionnel. Un témoignage de la richesse passée des artisans drapiers du village. Waouh, c'est surprenant, hein? Alors c'est surprenant à double titre. D'abord par les dimensions imposantes de l'édifice, qui sont dues bien sûr à la prospérité économique et démographique de la ville. Puis c'est surprenant par l'importance du mobilier baroque. Il y a 11 retables dans cet édifice. C'est une des églises les plus intéressantes et qui témoigne en plus de l'importance du baroque en Pyrénées-Orientales. Donc là, il y a un maître-autel qui est consacré à Sainte-Juste-et-Rufine, qui sont donc les saintes patronnes de la ville. Donc il y a différents saints bien sûr qui leur sont associés et on raconte une partie de leur histoire, notamment le miracle du vin qui leur a été attribué et qui se serait déroulé localement.
Didier souhaite nous montrer que le Val-Espire n'est pas qu'un musée. C'est pourquoi il a tenu à nous présenter 2 de ses amis à Saint-Laurent-de-Cerdan. Cécile Villa et Céline Albert ont réussi à y remettre au goût du jour la plus célèbre chaussure du pays. Salut. Céline, ça va? Tout va bien? Bon, on la voit cette usine, on la voit pas? Allez, on y va. À ton honneur. De ce côté-ci des Pyrénées, on ne parle pas d'espadrilles, mais de bigatane. Après avoir chaussé tous les Catalans pendant des siècles, elle a failli disparaître dans les années 80. On peut dire que vous avez sauvé la bigatane, c'est comme ça qu'on peut dire. Un petit peu, oui, si tu veux. Ouais, vous en fabriquez combien? On fait 15 000 paires par an. Et elles se fabriquent comment, ces bigatanes? Eh bien, écoute, regarde, là, on a les différentes parties qui composent la bigatane. Donc là, il y a ce qu'on appelle la première, les empeignes, et puis derrière, la talonnette. Et donc, pour faire le montage de la bigatane, on a besoin de la forme en bois, qui correspond à la pointure. Et dans la première étape, c'est d'agrafer la première avec la forme en bois. D'accord. Autrefois chaussons de danse traditionnels, les bigatanes sont fabriqués entièrement à la main selon une méthode qui remonte au 19e siècle. Tu vois ça, c'est la spécificité de notre fabrication, c'est la couture petit point. Mais il n'y a que nous qui faisons ça, les Catalans, les Basques, ils cousent pas comme ça. Non, les Basques, ils ont une toute autre façon de coudre les espadrilles. En fait, nous, voilà, on a cette double couture. Donc la première aiguille coud latéralement la tresse de corde et la deuxième aiguille, elle coud à l'intérieur, donc ce fil blanc qu'on voit passer. C'est plus solide, c'est plus... Bien sûr, oui, oui, cette double couture, ça assure plus de solidité à notre chaussure et en fait, c'est surtout vraiment voilà, typique de la fabrication catalane. Allez, adieu Didier. Adieu. Impossible de quitter les Pyrénées-Orientales sans goûter au péché mignon de tous les Catalans, les rousquilles. Chez les Tourons, la recette se transmet de génération en génération depuis plus d'un siècle. Et pour être certain de satisfaire leurs clients, c'est à 4 h du matin qu'ils commencent à préparer les rousquilles. Bonjour. Salut Didier. Oula, je suis au bon endroit, au bon moment, je crois, non? Tu es au bon moment et tu arrives dans le Saint des Saints. Oh là là là. Voilà. Donc ça, ce sont des emporte-pièces historiques qui ont la forme ronde pour marquer effectivement la rousquille avec le trou. Tu plantes l'emporte-pièce dans la pâte, tu secoues effectivement l'emporte-pièce et là tu as hop, une rousquille qui tombe. Il faut bien fariner le moule, sinon la rousquille reste accrochée. Vas-y. Et là, voilà. Et là tu la positionnes ici, voilà. Pas trop étalée, sinon après à la cuisson, ça va faire des petites galettes. Donc là tu vois, on les resserre un petit peu. Et voilà. Après 5 minutes au four, elles ressortent gonflées et dorées. L'étape suivante est elle aussi réalisée selon une technique tout à fait artisanale. Oula, c'est l'atelier peinture là, hein? Voilà, c'est le glaçage. C'est à base de quoi? Ça, c'est une meringue parfumée au citron. Une meringue parfumée au citron, d'accord. Voilà, c'est chaud. J'ai bien regardé déjà, je peux essayer? Oui, il faut tremper donc les mains, les paumes, hein, tout, pas que les doigts, hein, toute la paume. Hein. Franco, plus. Et on glace plutôt avec la paume qu'avec les doigts pour éviter de faire des traces. Voilà, tu vois une partie du travail que tu as réalisé ce matin. C'est pas moi qui ai fait celle-là. Hein. Ces délicieux petits gâteaux catalans terminent donc notre voyage dans les Pyrénées-Orientales. Depuis la côte rocheuse jusqu'aux vallées les plus reculées, vous admirerez des décors et des monuments inoubliables que vous devez absolument avoir vus dans votre vie.